Bonjour Bruno Le Maire, ancien ministre de l'Agriculture, candidat à la présidence de l'UMP. Merci d'être avec nous. Vous êtes aussi romancier, votre premier roman, donc il vient d'être publié chez Gallimard. Il s'appelle Musique absolue, répétition avec Carlos Kleiber. On va en parler dans quelques instants. D'abord, est-ce que vous avez une seule chance d'être candidat à la présidence de l'UMP alors qu'il faut 8000 parrainages? Vous dites vous-même que vous n'en avez que 3000. Vous savez, même si je n'avais qu'une seule chance, je la jouerais à fond. Et je la joue à fond. Je la joue à fond parce que mon diagnostic est simple. La droite n'a jamais été aussi bas dans notre pays depuis 1958. Et si on veut reconquérir les territoires en 2014 et reprendre le pouvoir par la suite, il faut du renouveau. Ça veut dire moi, je veux porter le ce renouveau face-à-face Copé-Fillon, ça ne suffit pas? Non, je pense qu'il faut des idées nouvelles, il faut des têtes nouvelles. Je suis moins connu que Jean-François Copé et que François Fillon. Ce n'est pas des idées nouvelles, Copé et Fillon? Moi, j'apporte un certain nombre d'idées nouvelles sur la pratique politique, notamment l'interdiction du cumul des mandats, la limitation du nombre de mandats nationaux successifs à 3. 15 ans député, 18 ans sénateur, ça me paraît assez. Le référendum d'initiative militante pour redonner la parole aux militants, tout ça, c'est des propositions que je n'entends pas chez les autres candidats. Alors je crois que c'est aussi notre pratique politique qui doit changer, notre conception de ce qu'est un parti politique, de ce qu'est une carrière politique, de ce qu'est la place des élus, qui doivent se consacrer entièrement à leurs tâches quand ils sont maires ou entièrement à leurs tâches quand ils sont députés. Et ce langage-là, ces propositions-là, je ne les entends pas. Donc je veux les porter jusqu'au bout. C'est pas forcément entendu par François Fillon qui pourrait ensuite se présenter à la mairie de Paris, par exemple. On verra, chacun est libre ensuite de son comportement politique, mais je pense que c'est intéressant qu'à l'occasion de cette élection, il y ait effectivement un débat sur l'avenir de notre famille politique, qu'on en discute ensemble, qu'il y ait des propositions, et sur notre projet politique. Moi, ce que je constate, c'est qu'aujourd'hui, la droite ne dit plus grand-chose aux Français. L'UMP ne dit plus grand-chose aux Français. Il y a un dialogue à reconstruire, pièce après pièce, avec les Français, sur les questions qui les concernent, sur le chômage, sur l'éducation, sur la formation des jeunes, sur la maîtrise de l'immigration, sur la délinquance, sur la construction européenne, qui est un enjeu absolument majeur des 2 ou 3 années à venir. Bien, moi, j'ai fait des propositions concrètes, précises, sur chacun de ces sujets, oui. Et c'est ce qui explique ma détermination à aller jusqu'au bout et à me battre jusqu'à la dernière minute pour obtenir mes 8000 parrainages. Vous pensez que vous les obtiendrez? Écoutez, jusqu'à la fin du mois d'août, on avait 1000 parrainages. Entre la fin du mois d'août et le tout début du mois de septembre, nous sommes parvenus à 3000 parrainages. Donc le rythme s'accélère. Les propositions commencent à être entendues par les militants. François les militants commencent comprendre à comprendre qu'il y a des propositions, qu'il y a des candidats, qu'il y a une procédure. Tout ça met un peu de temps et je crois que le rythme peut s'accélérer autour de mon candidature. Et François Fillon qui a proposé, je le disais, des journées portes ouvertes, un week-end portes ouvertes dans les fédérations UMP pour que les militants puissent apporter leur parrainage, faute d'avoir, comme vous l'aviez pourtant demandé, reçu des formulaires chez eux. Ça vous paraît dans le bon sens? Oui, je pense que tout ce qui va dans le sens de l'information des militants, de la meilleure information des militants sur cette procédure que beaucoup ne connaissent pas, va dans le bon sens. Vous savez, il y a plein de militants qui n'ont pas Internet, qui ne savent pas comment télécharger le formulaire de parrainage, qui ne savent même pas qu'il y a des parrainages, qui ne savent pas que la date limite, c'est le 18 septembre. Moi, ça me paraît très compliqué d'avoir une élection dans laquelle les militants n'ont pas été correctement informés de la procédure de désignation des candidats. Ça entachera la légitimité du futur président de l'UMP dans ce cas? Je pense que c'est un risque. Oui. Je pense que si les militants ne sont pas tous parfaitement informés, tous ceux qui ont cotisé, qui croient dans notre famille politique, tous doivent être parfaitement informés de la procédure, des candidats, des projets des candidats et de la date limite qui est fixée au 18 septembre. Oui, il y a un favori. Faute de quoi, je pense que ça poserait une vraie difficulté pour la crédibilité même de cette élection. Le favori, c'est François Fillon. Vous vous rallierez à lui si toutefois vous n'étiez pas choisi? Ce n'est pas l'hypothèse dans laquelle je me place. Aujourd'hui, ce que je souhaite, c'est qu'il puisse y avoir plusieurs candidats au départ de cette élection à la présidence de l'UMP et pas un duel, un face-à-face entre Jean-François Copé et François Fillon, dont on voit bien qu'il terminera nécessairement mal. Oui. Parce que ça commence sur le pied des affrontements, des querelles de personnes, des petites phrases, qui est précisément ce que ne veulent pas nos militants et ce que veulent encore moins les Français. Moi, je souhaite qu'on élève le débat et qu'on se mette à la hauteur de la situation de la France et de la situation de la droite. Mais pour ça, est-ce qu'il faudrait par exemple que le président de l'UMP s'engage à ne pas être candidat à l'élection présidentielle pour éviter cette guerre des égos? Moi, j'ai fait une proposition, c'est que la prochaine personne qui sera élue président de l'UMP ne soit pas candidat aux primaires en 2016, pour se consacrer entièrement à l'élection municipale de 2014, qui sera, ne nous le cachons pas, une élection très difficile. Nous avons perdu tous les territoires en France depuis quelques années. Nous n'avons plus de pouvoirs municipaux, ou presque pas.
On garde encore quelques grandes villes, grâce à Alain Juppé, notamment à Bordeaux, Antoine Ruffnac, Édouard Philippe au Havre, on pourrait en citer d'autres, Jean-Claude Gaudin, bien entendu, à Marseille. Mais pour le reste, nous avons perdu un terrain très important dans toutes les villes de France. Donc la reconquête va être difficile. Oui. Il faut trouver des candidats, il faut des projets, il faut des propositions, il faut une pratique municipale, il faut parler aux associations, parler aux habitants des villes. Ça prendra du temps et ce sera difficile. Anne Hidalgo qui a annoncé aujourd'hui qu'elle se présenterait à la mairie de Paris. Les sondages la donnent gagnante. Ça veut dire qu'il faut quelqu'un comme François Fillon à la mairie de Paris pour essayer de la battre? Aux 2 ans à l'avance, je pense que ces sondages ne veulent absolument rien dire. Oui. 2 ans à l'avance, vous savez, il y a de l'eau qui a le temps de couler sous les ponts de la Seine. Et ensuite, chacun est libre de son choix. Je ne suis pas à pousser les uns ou les autres. Chacun est libre de sa candidature. Un mot, Nadine Morano dit Nicolas Sarkozy n'est pas parti, il est là. Il est où Nicolas Sarkozy aujourd'hui pour vous? Pour moi, c'est l'ancien président de la République, pour lequel j'ai à la fois du respect aujourd'hui et à la droite de l'admiration. Mais laissons Nicolas Sarkozy libre de ses faits, de ses gestes et de ses paroles. Et attelons-nous, pour les responsables de l'UMP, à la reconstruction de la droite. C'est ce qui me paraît le plus important. On va parler de votre livre, parce que je le disais, vous êtes romancier, Bruno Le Maire. Musique absolue, une répétition avec Klaus Kleiber. Donc vous publiez votre premier roman. Alors si je vous cite, on aurait dit que le chef dirigeait avec une hache au bout du bras, il cognait dans la musique, levait son bras, battait son bras, cognait encore, et la musique allait son chemin et lui faisait aller ce chemin plus loin encore. Vous décrivez Carlos Kleiber, une fascination pour ce chef d'orchestre allemand incroyable. Oui, parce que c'est un chef injustement méconnu. Il est connu des mélomanes, mais sinon, dans le grand public, on connaît Karajan, qui éclipse tous les autres. Et on a oublié que derrière Karajan, il y avait un chef qui avait plus de doutes, qui était plus inquiet peut-être dans son approche de la musique, mais qui a laissé des enregistrements absolument fabuleux, qui vraiment vous font entendre des musiques aussi connues que la 6e de Beethoven ou la 9e de Beethoven. Là, c'est là où vous racontez l'histoire d'un journaliste qui part à un congrès, il entend à la radio la 6e par Kleiber, il s'arrête et puis sa vie est changée. Oui, parce qu'il n'a jamais, je ne sais pas si la vie est changée, mais au moins il entend cette musique qu'il a déjà entendue 50 fois, qui est la musique de Fantasia, de Disney, qu'on ne peut même plus entendre sans la prendre comme une rengaine. Tout d'un coup, il la redécouvre comme s'il ne l'avait jamais entendue. Ça veut dire que la musique absolue peut faire oublier la politique, parce que là, ce journaliste, il se rendait à un congrès politique. Donc ça fait du bien. De temps en temps, vous, c'est ce que vous faites. D'oublier la politique et la violence politique, ça fait du bien. Ça permet de se ressourcer. La musique apporterait quoi à la politique? Elle apporterait de la sérénité, de la douceur et beaucoup de joie. Merci Bruno Le Maire. Une répétition avec Klaus Kleiber, donc publié chez Gallimard. C'est votre premier roman, celui d'un ancien ministre, mais on avait déjà vu évidemment vos livres précédents qui étaient tous formidables. Merci d'avoir été avec nous, Bruno Le Maire.